Les transporteurs de Guyane, une nouvelle fois en colère. Cette fois-ci, ils protestent contre l'augmentation du prix du contrôle technique des camions. Ils ont été reçus ce matin en préfecture. Égalité des chances, égalité réelle. Le projet de loi a été présenté par le gouvernement. Il vise à réduire les écarts entre l'outre-mer et l'Hexagone. Est-ce possible? Nous en parlerons avec notre invité Joël Prévost-Madère, membre du Conseil économique et social et présidente de la CGPME. Et puis ce soir, découverte ou redécouverte d'une usine de fabrication de poissons panés en Guyane. Un reportage de notre série Made in Guyane pour valoriser les initiatives et la production locale. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. D'abord l'EHPAD Edmar Lama, toujours au cœur de l'actualité pour la deuxième fois. En 2 jours, le personnel a débrayé pour réclamer plus de moyens humains, mais aussi réclamer un accompagnement psychologique après le drame de cette semaine. On retrouve en direct par téléphone Patricia Saïd, secrétaire générale adjointe de l'UTG Santé. Bonsoir. Patricia Saïd. Alors, visiblement, on a quelques petits soucis pour vous entendre correctement. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, bonsoir Patricia Saïd, vous êtes en direct dans ce Guyane Soir. Alors je crois qu'on va essayer de rétablir... Je m'entends très mal, hein? Voilà, je crois qu'on va essayer de rétablir la connexion dans le cours de ce journal. Patricia Saïd? Oui? Bonsoir, voilà, merci d'être avec nous ce soir sur ATV Guyane. On sait que donc depuis le drame du début de semaine, un comité d'hygiène et de sécurité s'est réuni depuis plusieurs jours maintenant à l'hôpital de Cayenne. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé au sein de cette réunion? Oui, donc nous, en effet, comme vous le signalez, nous avons eu à nous mettre sur une position, je dirais, de rapport de force, parce que voilà, depuis quelques jours qu'on a eu à subir une situation dramatique concernant le décès d'un des résidents de l'EHPAD. Et jusqu'à ce jour, le côté déplorable que nous avons à exprimer aujourd'hui, c'est qu'aucune cellule d'urgence médico-psychologique n'a été mise en place afin d'accompagner le personnel. Et on parle bien de cellules d'urgence médico-psychologique. On ne parle pas de groupe de parole. Alors, dans cette situation, nous avons été dans l'obligation d'accompagner le personnel et de lui permettre d'appliquer un droit de retrait. Et je tiens à vous dire avec beaucoup de force ce soir que ce personnel a enfin été entendu. L'administrateur provisoire est arrivé. Ça a été très douloureux parce qu'on a eu un personnel en larmes, au bout vraiment de crises d'angoisse. Nous avons eu une collègue qui a été évacuée par le SAMU au moment de cet entretien. Je suis moi-même encore sous l'émotion des choses, mais soulagé au nom de mon syndicat, parce que le syndicat UTG est resté debout avec ce personnel, et nous avons été en capacité de démontrer que cette cellule était plus que nécessaire, contrairement à ce que pouvait dire le directeur de l'ARS sur les médias à midi, en affirmant qu'il avait eu la confirmation que cette cellule avait été mise en place. Eh bien, il a fallu que l'on vive cette scène dramatique une deuxième fois pour qu'on entende qu'il y avait du personnel en souffrance. Et ça a été l'occasion pour ce personnel d'exprimer toute leur souffrance, quelle que soit la nature. Donc maintenant, nous comptons sur ce rapport de force que nous avons effectué pour que les familles aient le même accompagnement que nous, et ainsi que tous les autres résidents. Monsieur Dabreux, vraiment, il fallait vivre ça. Je suis encore sous le choc. Donc je ne peux pas aller plus loin de mes expressions. Et je vous remercie de nous permettre de l'exprimer. L'UTG a eu raison d'aller au bout de cette lutte. Merci Patricia Saïd d'être avec nous ce soir en direct. Peut-être une autre question. Vous parlez d'un moment d'émotion avec vos collègues donc, de l'EHPAD. C'est ce qui s'est passé cet après-midi lors du CHSCT? Alors, lors du CHSCT extraordinaire qui a suivi ce moment, en effet, l'administrateur provisoire s'engage à mettre dès demain 9h à l'EHPAD cette cellule d'urgence médico-psychologique. Il nous a fait part des difficultés que nous avions d'avoir des psychiatres disponibles. Alors il fera appel avec tous les moyens qu'il a, de psychiatres et de psychologues, alors ou un ou l'autre, ou alors les deux, parce que les deux s'avèrent nécessaires pour pouvoir prendre en charge ce personnel sur samedi et dimanche et plus longtemps si nécessaire. Donc nous appelons tous les agents
qui n'ont pas encore eu cette information, de se rapprocher de l'EHPAD demain, parce que cette cellule qui soi-disant avait été mise en place et qui n'était pas plus nécessaire à la hauteur de cet événement, a été enfin mise en place suite à la possibilité de ce personnel de rester debout et de crier haut et fort « Nous avons mal, qui nous entend ?» Alors, ce mal-être, il provient bien évidemment de cette dramatique incendie, de cet incendie qui a coûté la vie à un pensionnaire de 69 ans. Mais est-ce qu'il fait aussi référence, est-ce qu'il est dû aussi au manque de moyens dont vous faisiez part hier? Est-ce que c'est un mal-être général au sein de l'EHPAD? Bien sûr, vous savez, on a affaire à des résidents, on n'a pas affaire à des patients qui passent. On a affaire à des résidents et comme disait une collègue cet après-midi, ce personnel est la vitrine extérieure de ces résidents. Donc, quand ces résidents ont faim, quand ils ont soif, quand ils ont mal, c'est ce personnel qui trouve à leur chevet. Alors, ce monsieur qui était venu parce qu'il avait quand même la confiance dans cette sécurité qui devait lui être portée et qui part de manière dramatique comme cela, non seulement déjà c'est inacceptable, inconcevable, lamentable, mais d'autant plus prendre les choses avec autant de légèreté et vouloir faire passer l'UTG pour ceux que nous n'étions pas, parce que pour nous, dès le début, nous sommes restés à l'écoute du personnel et je crois qu'au nom de l'UTG, c'est ça l'engagement premier d'un syndicat, c'est d'être à l'écoute de son personnel. Eh bien, il a fallu que 5 jours passent, voilà, pour qu'aujourd'hui on comprenne que cette souffrance y était. Mais je vous dis vraiment, il fallait vivre ce moment. C'était un moment pour nous vraiment très important. Et moi, je crois qu'en ma fin de carrière d'engagement syndical, je ne pouvais pas vivre mieux que ça. Et je dis merci à ce personnel de nous avoir fait confiance et d'être restés debout. Nous avons découvert du potentiel, non seulement dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine syndical. Merci beaucoup Patricia Saïd, secrétaire générale adjointe de l'UTG Santé. Et bien évidemment, nous reviendrons sur cette information et sur cette enquête qui continue au sein de l'EHPAD Enmar après donc cet incendie qui a coûté la mort à un patient de 69 ans. On reste dans l'actualité sociale avec cette protestation des transporteurs qui s'insurgent contre l'augmentation du contrôle technique des camions qui passe de 70 à 180 € depuis hier. Ils pointent également du doigt la fermeture de plusieurs points de contrôle à Kourou et à Saint-Laurent-du-Maroni. Écoutez les précisions de Steve Molidor. Il y a le point du prix, qui est effectivement une augmentation de 130% du jour au lendemain. Nous ne pouvons répercuter et accepter cela. Le deuxième point, c'est la fermeture effectivement des autres pistes depuis l'ouverture de ce centre agréé, c'est-à-dire la fermeture de la piste de Kourou ainsi que de celle de Saint-Laurent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des transporteurs de Guyane doivent se rendre sur le centre de Matoury. D'où des coûts encore supplémentaires et des risques sur la route qui vont apparaître. Ce qu'on demande à la préfecture depuis 3 mois, c'est effectivement de jouer son rôle de médiateur. Effectivement, il a un droit de regard puisque effectivement le prestataire c'est de l'ordre privé, sauf que c'est une délégation de l'État. Alors aujourd'hui, notre position, c'est que déjà que l'on puisse renégocier les prix. Notre deuxième point, c'est sur la continuité du centre de Saint-Laurent, de Kourou principalement, et aux tarifs adéquats. Steve Molidor, interrogé par Jonathan Larieux, qui faisait partie d'une délégation de transporteurs qui a été reçue par la préfecture ce matin. Le directeur de cabinet du préfet Laurent Lenoble a donné quelques explications. Écoutez. Un arrêté préfectoral a été pris pour pouvoir instituer ce centre de contrôle technique. On est juste organisme de contrôle et régulateur parce que c'est un milieu qui est ouvert à la concurrence aujourd'hui. C'est plus l'État qui effectue les contrôles techniques, ce sont des entreprises privées qui fixent librement leurs tarifs. En Guyane, on n'a qu'un seul centre de contrôle technique poids lourd et il faut qu'on puisse regarder si ces tarifs sont exorbitants ou pas au regard de ce qui se pratique ailleurs, que ce soit en métropole ou aux Antilles. Apparemment, les tarifs sont élevés et donc on s'est engagé à effectuer un contrôle par le biais de la direction du travail, contrôle de ces tarifs pour voir s'ils sont véritablement trop élevés et s'ils le sont, on demandera à ce qu'ils soient rééquilibrés. Abordons maintenant la question de l'égalité réelle entre les Outre-mer et la France hexagonale. Le gouvernement a présenté cette semaine un projet de loi qui doit permettre de réduire les inégalités entre la France continentale et la France d'Outre-mer. Explication, Kerwin Alcide.
Gommer les inégalités entre la France hexagonale et les Outre-mer. Telle est la volonté du projet de loi présenté ce mercredi en Conseil des ministres. Il s'inspire des propositions faites par l'ancien ministre Victorin Lurel qui, en mars dernier, réclamait un état d'urgence sociale en Outre-mer. Le texte pose les bases d'une stratégie économique et sociale plus dynamique et plus robuste pour les Outre-mer et donne des objectifs pour réduire les écarts de développement avec la France, mais aussi entre les territoires d'Outre-mer. Pour y arriver, les collectivités comme la CTG pourront utiliser des outils législatifs pour une application locale. Elles devront aussi entrer en discussion avec l'État pour la mise en place d'un plan de convergence des politiques publiques visant à réduire ces écarts. Le texte ne fixe malheureusement aucun objectif chiffré. En tout cas, le gouvernement se donne 10 à 20 ans pour parvenir à cette égalité réelle. Une vaste consultation a été lancée afin de connaître les propositions des 2,7 millions de Français d'outre-mer. Le projet de loi, lui, sera discuté au Parlement dès octobre à l'issue de cette consultation. Et on en parle avec notre invité ce soir, Joëlle Prévost-Madère. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes la présidente de la CGPME, vous êtes aussi membre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Tout à fait. Est-ce que cette assemblée va se saisir de cette question ? En fait, l'Assemblée a déjà été saisie de la question puisqu'il s'agissait de mettre en place une loi et que dans ce cadre-là, justement, donc, le gouvernement a obligation de consulter le Conseil économique, social et environnemental pour avoir un avis. Mais nous n'étions consultés que sur le titre 1, c'est-à-dire le titre qui propose justement la mise en place d'une loi pour aboutir à l'égalité réelle. Alors, égalité réelle, justement, c'est un concept un peu abstrait. Avant de rentrer plus dans les détails, je vous propose de regarder la réaction de quelques Guyanais que nous avons interrogés ce matin au micro de Jonathan Lariot. C'est pas la même chose, jamais. C'est pas pareil. Non, ici c'est trop difficile. À quel niveau, par exemple? À quel niveau? Chercher travail, trouver un boulot pour faire. Toute la journée, les gens restaient, marchaient, faire rien du tout, assis, faire rien. Depuis la matin jusqu'à ce soir, les gens ne font rien du tout. Il n'y en a pas. Comment ça? On n'a rien ici. Donc toute la main-d'œuvre spécialisée vient de l'extérieur. Il n'y a pas assez de formation pour les jeunes. Regardez tout ce qui se passe en ce moment-là. C'est en partie dû à ça. C'est le paradis là-bas, certes. Mais sauf que justement, comme c'est le paradis là-bas, il y a plusieurs personnes qui vont là-bas. J'ai grandi ici, je suis né ici, je sais tout ce qui se passe ici, je sais comment ça fonctionne. Tandis qu'en France, je ne sais pas. C'est différent et ce qu'on entend de la France, c'est pas la même chose qu'ici. J'ai l'impression qu'il y a moins de... Je pense qu'elle n'existe pas vraiment parce que bon, les moyens qu'on peut avoir en métropole et les moyens qu'on a ici, ça n'a rien à voir. En métropole, on va prendre, vous ouvrez une entreprise, vous voulez faire un petit prêt bancaire pour pouvoir avancer, ça va vite. Ici, c'est compliqué en Guyane. On n'est pas au même niveau. Regardez le nombre d'évacuations sanitaires qu'on fait vers la métropole, vers les Antilles. On va pas même la métropole. Voilà, je pense qu'en Guyane, la Guyane, il faut vraiment lui donner un gros coup de pied pour que ça puisse avancer, je pense. Alors, on vient de le voir, plusieurs sujets ont été abordés, la santé, le transport, le chômage, l'emploi. Est-ce que vous pensez que tout cela, en termes d'inégalité, va pouvoir être réglé par ce projet de loi? Pas du tout. Pourquoi? C'est bien ce qui a été mis en avant déjà lors de la consultation du CESE. C'est la notion même d'égalité. Comment définir l'égalité? Que mettons dans le terme égalité? Il a fallu 3 ou 4 séminaires pour que déjà tous ceux qui devaient se prononcer sur ce texte de loi puissent comprendre, déjà connaître nos différents territoires, réaliser le retard qui existe par rapport effectivement à l'Hexagone, alors que nous sommes, depuis la loi de décentralisation de 1946, ça fait 70 ans que nous sommes français. Et au bout de 70 ans, on dit il n'y a toujours pas d'égalité. Alors, liberté, égalité, fraternité, la devise de la France, mais là on parle d'égalité réelle. Alors en plus de cette notion d'égalité, il y a aussi ce mot réel qui paraît un peu philosophique. Ça veut dire qu'on constate qu'il n'y a jamais eu d'égalité entre nos territoires et l'Hexagone, alors que nous sommes français. Et on constate que c'est très difficile à obtenir. Là, on vous parle de 20 ans. Je rappelle que les plans de financement
qui sont votés avec des fonds européens ne sont faits que pour 5 ans. Comment concilier une période aussi longue de 20 ans sur plusieurs périodes de 5 ans avec des changements également de gouvernement et donc de vision? C'est une réelle question. Et puis lorsque l'on voit le contenu du texte, et en particulier par rapport à ce qui effectivement m'intéresserait plus précisément de par de ma fonction de président de CGPME, le volet économique, 5 propositions, 5 articles. Alors, je pourrais me satisfaire du fait que 2 de ces propositions reprennent des propositions que j'avais faites dans des rapports qui, par exemple, sur la mobilité des jeunes ultramarins, où nous proposions la mise en place de prise en charge du déplacement dans le cadre de stages professionnels, et un autre dans le cadre d'un rapport, puisque je siège à la Commission nationale d'évaluation des politiques publiques en Outre-mer, sur les mécanismes de formation des prix. Bien, ces 2 propositions sont prises, c'est parfait, mais c'est loin d'être suffisant. Alors, il y a déjà, en termes d'égalité entre la France et les Outre-mer, plusieurs projets qui ont été mis en place par le gouvernement. Vous parliez de la formation des jeunes et l'apprentissage, notamment le coût du billet d'avion. Il y a l'ADOM qui doit remplir cette fonction. Oui, mais l'ADOM ne prenait pas en compte les jeunes qui ont besoin de partir pour faire des stages professionnels. Et c'était une de nos propositions que, justement, l'ADOM puisse prendre en charge le billet d'avion. Ça vient d'être proposé. Maintenant, donc, ce n'est qu'un pas, mais c'est loin d'être suffisant pour parler d'aboutir à une égalité. Je rappelle quand même que l'économie est au centre, est au cœur de tout. À partir de l'économie, vous avez le lien vers tout ce qui est sécurité ou insécurité. Vous avez le lien vers l'emploi, qui dit emploi, l'insertion sociale. Et comme disait une des personnes que vous avez interrogées, on est assis, on ne fait rien toute la journée. Lorsqu'on ne fait rien toute la journée, c'est comme ça que commencent les dérives et tout. Il y a un impact sur la santé. Donc c'est un lien vraiment que l'on retrouve un peu partout. L'économie, l'éducation, la santé. Tout est lié. Alors, on va revenir sur la question économique, mais du côté du coût de la vie. Là, encore une grosse question en termes d'égalité entre la France outre-mer et la métropole, en tout cas aussi pour la Guyane. Dans ce projet de loi, on a vu que l'on allait inclure les sociétés, notamment qui s'occupent du transport maritime, dans des décisions, notamment dans la structure des prix. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est la proposition dont je vous parlais dans le cadre du rapport sur le mécanisme de formation de prix que j'ai pu réaliser au sein du CNEPEUM. C'est une bonne chose. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Cette proposition a été faite, on dit, pour baisser le coût de la vie, mais force était de constater qu'il y avait aussi des situations de monopole qui créaient la vie chère. Et je vous donne un exemple, ce que nous vivons, nous, transporteurs, actuellement. Vous avez une société qui se retrouve en situation monopolistique et qui pratique des prix, du coup, prohibitifs concernant la visite technique, prix que nous ne pouvons supporter. D'accord. Alors, sur la formation des prix, toujours, vous l'avez dit, donc, sur ce projet de loi, il y a une partie du texte qui va parler donc, de cette formation des prix, mais il y a aussi un titre entier consacré à Mayotte, le dernier département français qui vient d'arriver. On fait souvent des comparaisons entre Mayotte et la Guyane. Pourquoi la Guyane n'a pas eu droit aussi à son titre entier dans ce texte? Parce que Mayotte n'est département que depuis quelques années et pour l'instant, en tant que département, Mayotte a surtout eu à supporter les charges, c'est-à-dire les impôts, taxes foncières, taxes d'habitation, des impôts qu'ils n'avaient pas l'habitude de payer, donc les charges. Et ils n'ont pas eu les recettes qui vont avec, c'est-à-dire toutes les allocations familiales, le RSA. Donc, d'où l'existence d'un chapitre entier pour Mayotte, parce qu'effectivement, on a commencé par le plus difficile au lieu de commencer par la charge, au lieu de commencer par la recette. Alors, toute autre chose, on va parler de vous et de votre rôle peut-être futur dans 2 élections, celle de la CCIG, enfin la CCIRG maintenant, et ensuite les législatives. Est-ce que vous pensez que vous allez prendre part à ces élections? CCIG d'abord.
CCG, nous allons y prendre part en tant que CGPME. De toute façon, c'est normal, hein, puisque la Chambre de commerce est une structure qui regroupe l'ensemble des chefs d'entreprise. Donc, la CGPME ne peut pas ne pas prendre part. Vous serez tête de liste ? Non. Je ne suis pas sur une liste, mais quoi qu'il en soit, nos adhérents sont totalement libres d'aller sur une autre liste. Pour l'instant, on ne parle que de 2 listes. Donc, je ne suis sur aucune des listes. Le député Gabriel Serville a annoncé sa candidature pour 2017 sur ce plateau. Est-ce que vous allez faire pareil ce soir ? Absolument. Je l'annonce. D'accord. Donc, Joëlle Prévost-Madère, candidate pour les élections législatives 2017. Très exactement. Vous avez un parti qui vous soutient, candidate libre ? Régionaliste. Quand vous voyez ce qui se passe, on parle d'égalité, on a besoin de se battre pour sa région, au-delà des partis. Merci beaucoup, Joëlle Prévost-Madère, d'avoir accepté notre invitation ce soir. On revient donc sur cette actualité sociale. On l'a abordé avec l'EHPAD et les transporteurs. Et on revient par contre sur ce reportage, sur cette série Made in Guyane, justement pour mettre en valeur les fabrications locales de notre territoire. Ce soir, redécouverte de l'usine de fabrication de poissons avec ce reportage de Jonathan Lariot. Un assemblage savant de poissons recouverts de panure. Ce genre de steak de poisson est déjà connu du public, mais celui-ci est légèrement différent. C'est un steak d'Akupa, un poisson bien guyanais. Tous les jours, plus de 150 kg de poissons arrivent ici. À la réception, Joël, qui est patron de Délimère, pour lui, sa journée de travail commence à peine. On reçoit la matière première, on reçoit le poisson brut ici. Et donc il est sur certaines variétés, donc soit découpé en filets ici, on la transforme, on l'apprête précisément donc pour la travailler sur l'autre partie de l'atelier. Puisqu'une partie de nos produits, notamment les steaks de poisson, les hachés de poisson, sont fabriqués essentiellement à partir de filets de poisson, à partir de filets d'Akupa. Après le traitement des poissons, direction la chaîne de production. Ici, on entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, donc, nous préparons des hachés de poisson. La chair donc, de l'Akupa est mixée avec d'autres ingrédients, des épices notamment, de façon à former le goût du produit que l'on va retrouver dans nos assiettes. Une fois que les produits sont chargés dans la formeuse, donc ils vont sortir, ils seront chargés dans une préparation de liaison. Après la préparation de liaison, ils seront chargés en chapelure et ils partiront ensuite en cuisson. Une fois le tout cuit, ce n'est pas encore fini. Il faut d'abord goûter pour être sûr de la qualité. S'il faut rajouter des épices, il faut apporter un élément complémentaire qu'on ne juge pas satisfaisant sur la préparation de base. Donc on le fait et on relance la production. Depuis 3 mois, Joël Pied et son équipe sont arrivés sur le marché local avec une nouvelle offre. Nuggets, tartelettes, steaks de poisson pané ou encore des boulettes. Des produits préparés à partir des filets de poisson et de leur reste. La base de la démarche était en fait de trouver une valorisation de tous les écarts de coupe que l'on réalisait sur les activités de transformation. Bon, pour pouvoir sortir un filet sur un poisson, on a à peu près 50% de perte, d'écart de coupe. Et ces écarts de coupe-là, jusque-là, étaient jetés en pure perte. Aujourd'hui, les produits sont livrés en supermarché et commencent à faire doucement partie du quotidien des Guyanais. Jusque-là, tous les produits transformés, surgelés à base de poisson, qui étaient utilisés en Guyane, venaient de l'extérieur. Donc le créneau était tout ouvert pour nous. En termes d'emploi, aujourd'hui, d'emblée, 4 emplois. 2 emplois donc à durée indéterminée en CDI et 2 apprentis. L'idée pour nous, c'est véritablement donc de pouvoir s'installer complètement sur le marché local. Les choses vont, on l'espère, monter crescendo, mais c'est vrai qu'il faut laisser le temps aux produits donc de prendre place sur le marché. Et si aujourd'hui Délimère ne produit que 50% de ce qu'elle pourrait faire, Joël reste confiant quant à l'avenir. En Guadeloupe, c'est la saison des quénettes et la cueillette de ce fruit très apprécié permet à des jeunes de gagner un peu d'argent pendant les vacances. Et ce reportage de Karen Diama. Souvent victimes de fausses rumeurs, les vendeurs de quénettes réapparaissent à la même période. Avec leurs sacs remplis aux abords des routes, ils vendent leurs quénettes fraîchement cueillies et non dérobées.
C'est mon année mauvais pensée. En fait, ils ont envie qu'elle nous vole parce qu'ils ne veulent pas bon nous. Tu vois, ils préfèrent qu'elle nous achète un meilleur, mais nous ne pouvons pas faire ça. On est trop habitués comme ça qu'à gaspiller un pays là, la famille. Donc moi, on ne peut pas acheter ces bitins là ça. On va trouver ça tout partout, c'est mon campagne. Donc on va regarder bail. Bon, on part tout le matin et puis on part ensemble à plusieurs équipes de 2, 3 et puis bon, on va dans l'arbre, on fait notre cueillette, on remplit tous les sacs et puis on descend sur le boulevard, on se met au travail. Parce que bon, ils disent que les jeunes font rien, mais nous on est toujours en activité, toujours, 7 jours sur 7, il n'y a pas de repos pour nous. Un travail assidu qui plaît aux nombreux vacanciers de l'île. Ça me rappelle mon enfance, ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé des quénettes. Et là j'ai goûté, c'est excellent. Pour vendre ses produits, Niki n'est pas seul. Il est accompagné de toute une équipe. Il faut aider, on n'est pas un chef d'entreprise, mais il faut aider tout le monde, tu vois. Si vous voulez aider, il faut ouvrir un travail, tu vois. Mais si vous ne voulez pas faire, ça c'est vous et vous. Moi, toujours là, tu vois. On est beaucoup là, à Poisson. Tous les matins, quand mes patrons nous travaillent, on dit bien sûr. Donc, tous les matins, il y avait moi, il parlait à rien, tu vois. Et en parlant de ça, voici mon autre associé qui arrive, tu vois. Donc, on lâche rien, je te dis, on est en route. On a commencé, il y a 5 ans, comme le système Saint-Martinois. Et on bosse ensemble, hein. On fait de l'eau coco, on fait de la quénette. De temps en temps, on fait le canne. Oui, on fait les bâtons de canne. Des fois, on vend pour 2 €, on fait des petits paquets. Quand c'est la saison. Une offre diversifiée qui nécessite un engagement quotidien. Nous ne pouvons pas porter mon monnaie dans la famille, il n'y a pas menti. On est 3 bouches à nourrir, donc on est obligé de porter mon monnaie. Il y a du rendement dans ça. Les cocos comme les quenettes, il y a du rendement parce que 7 jours sur 7, tu fais ça comme ça, tu pars autour. Après ça, c'est douleur, c'est ton dos, tu vois, tu as mal partout. Mais après ça, bon, il faut souffrir, hein, tu vois ce que je te dis. Il faut porter des gammes. C'est pour qu'ils disent que les jeunes ne fassent rien, mais 7 jours sur 7, ils passent, ils nous vont au bord de la route. Hein. Donc moi-même, même si ça fait mal, je continue encore plus, hein, tu comprends. Un engagement qui porte ses fruits. Moi, j'écoule tout, je ne peux pas repartir avec mon stock à la maison. C'est le chat, je te dis, ça frappe à la porte. Les gens, ils connaissent déjà, je te dis. Ils sortent de Basse-Terre, partout, ils viennent nous voir ici. Sainte-Anne, c'est number 1, ma chérie. C'est pas de ma faute à moi. Un discours que viendra confirmer cet habitué. En général, il se trouve au rond-point à Galba, là. Généralement, soit avant d'aller au boulot, soit en sortant, je sais qu'il est là à midi. Donc du coup, je m'arrête au carrefour, je descends même pas de la voiture, moteur tournant, je lui dis ma petite bouteille. Je suis toujours satisfaite. Une satisfaction qui donne à Niki et son équipe l'envie de travailler par tous les temps. En Martinique, la suite de nos sujets sur le tour des Yoles après la prévention. Hier, le nettoyage. Après le passage du tour en commune, de nombreux déchets jonchent les rues. Ce matin, au Vauclin, les agents municipaux se sont mobilisés pour le nettoyage. Ce reportage est d'Anaïs Gall qui a suivi ces agents municipaux. Le tableau n'est pas très joli à voir. Sur la place de la fête patronale, des déchets par centaines, vestiges des festivités de la veille. Depuis 4 h du matin, les agents municipaux s'affairent pour tout ramasser. Mais avec la pluie qui tombe à verse, la tâche est plus difficile. Il y a des facteurs et ça, avec le souffleur, ça ne va pas avancer avec le souffleur par rapport à l'eau. C'est vraiment dur pour nous parce qu'il pleut. Il pleut et puis on attend ça s'est terminé et puis on va voir après. En attendant, tout le monde est au chômage technique, même les yoleurs. Pendant qu'ils patientent, ils constatent les dégâts. Quand on est dans la compétition, on ne se rend pas compte, on est vraiment sur le qui-vive. Donc là, parce qu'on est bloqué là, on voit qu'il y a beaucoup de travail. En effet, il faut le faire, quoi. Voilà. Une dizaine d'agents se relaient depuis 2 jours pour nettoyer la commune du Vauclin. Avant, pendant et surtout après le passage du tour, s'ils ont fait leur possible pour limiter la pollution, les détritus sont encore nombreux et malheureusement, il est trop tard pour les recycler. Des gobelets, des verres, du papier, un peu de tout, hein, parce que là, on ne peut même pas faire notre tri sélectif comme on a l'habitude de faire, parce que c'est très mélangé. C'est très mélangé, on ne peut pas faire de tri sélectif dans cette condition-là. Et pour que tous les déchets disparaissent avant le départ de la 4e étape à 10 h, une équipe est venue en renfort. Michael est en service civique, il se désole de voir le comportement des usagers. Il y a déjà des poubelles n'importe où, et eux-mêmes ils décident de jeter leur trucateur. Là je vais pas mentir, ça commence à nous agacer là. D'ici la fin de la journée, un camion passera dans les rues pour récupérer les sacs poubelles. La commune pourra retrouver son paysage habituel.
Autour chez nous et pour terminer ce journal, les préparatifs de la fête nationale du Pérou en Guyane. La diaspora péruvienne convie la population à une fête traditionnelle demain à Cayenne. On écoute les précisions du président de l'Association des Péruviens de Guyane. Il y a la danse traditionnelle péruvienne et aussi la gastronomie péruvienne. Il y a les repas, les ceviches les plus connus, les repas péruviens ceviches les plus connus. Et après, il y a des canards, cabri, aussi la pomme de terre, aussi avec la crème de fromage. Bon, le spectacle et la musique péruvienne aussi. Il y a des groupes péruviens, tous les gars qui participent, c'est des petits garçons péruviens qui participent dans les danses. Il y a à peu près 10 danses que ça va présenter dans le spectacle. Maman, c'est le 28 juillet, mais comme ici, bon, il n'y a pas un espace pour faire ça, on a trouvé aujourd'hui pour les 6 l'espace que c'est libre, c'est pour ça. Mais normalement, c'était le 28 juillet la fête nationale. Voilà, une fête qui va se dérouler donc demain à Cayenne. C'est la fin de cette édition. Je rappelle les titres. Les transporteurs de Guyane, une nouvelle fois en colère cette fois-ci. Ils protestent contre l'augmentation du prix du contrôle technique qui passe de 70 à 180 €. Ils protestent également contre la fermeture de contrôle technique sur les communes de Kourou et Saint-Laurent. À l'égalité réelle, le projet doit être présenté par le gouvernement. Il vise à réduire les écarts entre l'outre-mer et l'Hexagone. Nous avons reçu Joël Prévost-Madère, qui est membre du CESE, le Conseil économique et social. Et puis vous avez pu revoir ce reportage de notre série Made in Guyane avec ces steaks de poisson utilisés pour du poisson pané. Une série de reportages qui vise à valoriser la production locale. Et puis notre invité, Joël Prévost-Madère, en plus d'avoir abordé la question de l'égalité des chances, nous a également annoncé sa candidature pour les élections législatives de 2017. Par ailleurs, elle ne sera pas tête de liste ou sur une liste pour les élections de la CCIRG. Voilà pour l'info. Tout de suite, BFM TV. Je vous souhaite un très bon week-end avec ATV.